Aujourd'hui, on répond à la question, est-ce que tout le monde peut devenir millionnaire? OK, pas juste ceux qui gagnent là, 100 000, 150, 200 000 par année, mais est-ce que vraiment tout le monde qui travaille, qui est en santé, qui a un emploi stable, est-ce que tout le monde peut devenir millionnaire? OK, beaucoup en doutent. J'ai moi-même douté quand j'ai commencé ma carrière comme développeur logiciel, que j'avais $0 en banque, à savoir si un jour j'allais devenir millionnaire. Eh bien, aujourd'hui, on va voir que l'auteur du livre Le chemin simple vers la richesse, The Simple Path to Wealth, on est rendu à l'épisode 3 de la série de 9 épisodes. On va voir que l'auteur du livre nous dit que oui, c'est possible, OK, pour tout le monde de devenir millionnaire. Par contre, il y en a très peu qui y arrivent, OK? Puis on va regarder pourquoi. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi et surtout comment penser différemment pour faire partie du petit pourcentage qui réussissent à devenir millionnaire. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Comme je disais aujourd'hui, on continue la série sur le livre Le chemin simple vers la richesse. On est rendu au chapitre 3 et 4 du livre. Okay, l'auteur nous parle, est-ce que tout le monde peut devenir millionnaire? Donc, répond à cette question-là. Puis ensuite, il nous parle de la mentalité qu'on doit avoir avec l'argent. Peut-être qu'on a un changement de mentalité face à l'argent qu'on doit avoir pour y arriver. On va parler de ça aujourd'hui dans les chapitres 3 et 4. On va faire le résumé détaillé. Alors, premièrement, peut-on vraiment devenir millionnaire? La réponse de l'auteur ici, c'est oui. Oui, c'est possible pour la majorité des gens de la classe moyenne. OK? Mais il avoue que ça arrive presque jamais. Très peu de gens y arrivent concrètement. Et il y en a beaucoup qui y arrivent, mais c'est quand même un petit pourcentage des gens de la classe moyenne qui réussissent à accumuler un tel montant. C'est pas un problème de mathématiques, c'est un problème de comportement. Comment ça que c'est possible mathématiquement là, pour un peu tout le monde de devenir millionnaire? Eh bien, l'auteur démontre que des petits montants peuvent devenir énormes avec le temps. Okay? Ici, on prend l'exemple d'un 12 000 investi en 1975 qui deviendrait plus de 1 million de dollars en 2015. Là, ici, l'auteur nous dit aussi que le marché américain a fait en moyenne autour de 12 % dans les 40 dernières années. Je pense que les taux de rendement qu'il utilise ici dans le livre sont assez élevés. On peut, dans nos projections, utiliser des taux de rendement un peu plus bas et quand même arriver à des choses intéressantes. T'sais, l'intérêt composé, ça reste l'intérêt composé, qu'on mette 8 % ou qu'on mette 12 %. C'est certain qu'avec 12 % ça va grossir beaucoup plus vite. Puis les Américains ont une certaine réalité. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre ces chiffres-là pour le futur? Peut-être qu'on peut y aller plus conservateur, mais ici, étant donné qu'on a eu l'historique de rendement aux États-Unis, l'auteur du livre parle surtout de 11 à 12 % de rendement annuel sur les marchés boursiers aux États-Unis. Puis on va comprendre aussi pourquoi il utilise ces rendements-là de par sa suggestion là, de fonds indiciels, comme on va voir dans le reste de la série, ce qu'il propose dans le livre comme chemin simple vers la richesse. On revient avec la puissance des intérêts composés. L'auteur nous parle justement un montant investi de 12 000 en 1975 qui arrive à 1 million de dollars en 2015. Mais évidemment, il dit si on n'a pas 12 000 dans nos poches en ce moment pour investir, c'est pas grave. Tu peux compenser par le fait d'investir, par exemple, 130 $ par mois pendant 40 ans. Puis, on va arriver pratiquement au même résultat. Puis si tu ajoutes un petit 20 $ de plus par mois et que tu augmentes ça à 150 $ par mois d'épargne, d'investissement sur les marchés financiers boursiers américains, tu vas dépasser le 1 million de dollars. Peut-être tu arrives à 1,5 million. Je n'ai pas le chiffre exact là, qui est écrit dans le livre, mais ça, c'est la puissance des intérêts composés. Okay? Donc, c'est des petits montants qui, sur une longue période de temps, investis régulièrement, profite des intérêts composés. Okay? Ce n'est pas le montant initial qui est important, c'est vraiment le temps, c'est l'aspect de temps. Ici, on parle de 40 ans.
Le facteur critique, OK, c'est de commencer tôt. La capitalisation, elle a besoin de temps pour fonctionner. Plus tu commences jeune, moins tu dois investir. Hein, on a déjà vu des simulations, là, si on commence à 20 ans versus si on commence à 30, si on commence à 35. Il faut toujours augmenter substantiellement le montant qu'on met de côté chaque mois si on veut arriver au même montant à la retraite. Le vrai objectif là, de tout ça, d'amasser un montant d'argent, OK, c'est pas nécessairement justement d'amasser un montant d'argent, c'est d'atteindre l'indépendance financière. OK? L'auteur remet en question le chiffre du million. OK, c'est pas important, 1 million, 2 millions. L'important ici, c'est de viser l'indépendance financière, d'atteindre un capital, donc notre FU money, qui va nous permettre de vivre, de payer nos dépenses sans avoir à dépendre d'un travail. OK? C'est ça l'objectif de l'indépendance financière. Le vrai objectif, c'est donc de vivre de ses investissements. Il introduit la règle du 4 % là, dans le chapitre. Ici, tu peux retirer environ 4 % de ton capital par année. Et tu vas être correct pour simplement vivre de ce montant-là année après année. Normalement, c'est la fameuse règle du 4 %. Bon, là, il peut y avoir des débats. Il y en a qui disent, oui, ça pourrait être la règle du 3,5 % au lieu parce qu'on n'est pas certain, 4 % que ça peut fonctionner si on fait toutes les projections. Ça se peut que dans certaines situations, certains laps de temps, ça se peut qu'on ne soit pas correct avec le 4 %. Mais bref, ici, l'auteur, on s'arrête quand même avec la règle du 4 %. Puis là, ici, l'exemple qui est utilisé dans le livre, je le trouve un peu bas. Là, on parle de quelqu'un qui aurait des dépenses de 12 500 $ par an, par exemple. Je trouve ça un peu bas. Mais continuons quand même avec ces chiffres-là. C'est quelqu'un qui aurait ces dépenses-là de 12 500 $ par an aurait besoin d'environ 312 500 $ de capital. Puis avec 312 500 $ de capital, pourrait simplement vivre de ses placements pour le restant de ses jours. OK? Le montant nécessaire dépend donc de ton style de vie. Et c'est vraiment ça qui détermine ce que tu vas avoir besoin comme montant, c'est tes dépenses. OK? Avec la règle du 4 %, aussi simple que ça. Donc, l'argent, c'est relatif. OK? Puis là, il arrive avec deux exemples. Quelqu'un qui vit justement avec 12 500 $ par an peut arriver rapidement à la liberté. Il a juste besoin d'accumuler 312 500. Ce qui est plus facile, on s'entend, que de devoir accumuler, par exemple, 3 millions de dollars si nos dépenses sont, je ne sais pas moi, 10 fois plus élevées. Donc, quelqu'un qui vit avec très peu de dépenses va arriver beaucoup plus tôt à l'indépendance financière. Mais quelqu'un qui gagne énormément d'argent puis dépense encore plus, ne sera jamais libre. En fait, si tu dépenses autant que ce que tu gagnes, tu n'arriveras jamais à l'indépendance financière. Tu vas être capable de mener un gros train de vie tant que tu vas travailler. Mais du moment que tu arrêtes de travailler, c'est terminé. Tu ne peux plus faire le même style de vie. La richesse dépend de tes besoins et non pas de ton revenu. Et la richesse dépend de tes dépenses, on peut le dire comme ça aussi, pas du revenu. La vraie formule de richesse, donc, J.L. Collins simplifie tout pour nous. Okay? Il dit, la vraie formule, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Investir la différence. Éviter les dettes. Éviter les dettes, on en a déjà parlé au dernier épisode. Évidemment, c'est un gros morceau parce que les dettes, ça va nous amener dans l'autre sens. On ne travaille pas dans la bonne direction là, si on emprunte pour notre consommation. Donc, éviter les dettes, dépenser moins que tu gagnes, investir la différence. Maintenant, un autre exemple. Ici, prenons une personne qui gagne, par exemple, 25 000 par année. Là, ici, les exemples sont bizarres. Là. Prenons, je vais y aller avec une personne qui gagne 50 000 $ par année et dépense 25 000, pourrait épargner 25 000 aussi. Techniquement, son indépendance financière va être atteinte en environ 11,5 années. C'est les calculs de l'auteur. Quelqu'un qui est capable d'épargner justement 50 % de son revenu va arriver à l'indépendance financière environ en 12 ans. Selon les calculs du livre, là, je n'ai pas vérifié en passant les calculs, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Ensuite, sans rien ajouter, le capital continue de croître fortement. Un haut revenu n'est pas nécessaire. Le vrai obstacle, selon l'auteur, ici, c'est la société de consommation. L'auteur explique pourquoi que les gens échouent. C'est à cause du marketing constant, on se fait influencer, la normalisation de la consommation, le crédit facile, les cartes de crédit, les prêts. Ça crée des besoins qui sont artificiellement amplifiés.
OK? Puis on se fait dire, tu as besoin de ci pour être heureux, tu as besoin de ça, puis tu n'as pas l'argent, pas grave, tu peux emprunter pour l'avoir. Les gens ne voient même pas l'option de devenir libre. Hein? On voit juste des choses qu'on veut avoir, qu'on veut acheter, puis là, on y va avec le crédit. Le message clé là, ici de oui, tout le monde peut devenir millionnaire, c'est que l'indépendance financière est autant une question de discipline que d'argent. Maintenant, il y a une façon de penser avec l'argent qui va nous aider vraiment à avancer. Okay? Puis l'auteur nous parle de ça ici dans le chapitre 4. Comment penser face à l'argent? Il nous fait faire un exercice avec 100 $. Okay? J.L. Collins nous propose un exercice. Quand tu regardes 100 $, tu peux le voir différemment. Okay? Il y a 4 niveaux de façon de penser avec ce 100 $-là. Tu peux le voir comme la consommation. Okay? Ce que tu peux acheter avec 100 $. Directement, on se dirige vers ce niveau-là, ce que ce 100 $-là peut nous apporter en tant qu'achat qu'on peut faire. Deuxième niveau, c'est de l'investir. Puis le montant que ça peut nous rapporter après ça comme revenu. Par exemple, on investit 100 $, puis ça nous rapporte 5 $ par année. On l'investit, puis on peut aller dépenser le revenu. Troisième niveau, ça serait d'investir, encore là, ce 100 $-là, et de ne pas tout dépenser les gains qui sont générés grâce à cet investissement-là. Ça nous protège à ce moment-là contre l'inflation. Ça serait d'en dépenser une partie, mais quand même d'en laisser une partie investie pour contrer l'inflation. Puis le dernier niveau de façon de penser face à l'argent, c'est de capitaliser complètement les gains de ce qu'on a investi. Donc, prendre peut-être le 5, le 10 % de gains qu'on a eu sur notre 100 $, puis le réinvestir complètement pendant l'année, OK? Et ne pas le dépenser. Donc, ça, c'est le niveau 4. L'auteur ici nous dit que le niveau 4, c'est ça qui va nous amener vers la richesse, vers l'indépendance financière. La grosse erreur à ne pas faire, là, c'est que les gens voient l'argent uniquement comme un outil pour consommer. Okay? Ils détruisent leur potentiel de richesse dans le futur. Puis là, l'auteur ici arrive avec l'exemple de Mike Tyson. Mike Tyson, qui est un boxeur qui a eu un succès énorme et qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Mike Tyson, par contre, côté façon de penser face à l'argent, voyait uniquement ça en termes de consommation, donc ce qu'il pouvait dépenser avec l'argent. Donc, c'est pour ça que lui, dans sa carrière, il a peut-être gagné au-dessus de 300 millions de dollars, mais en bout de ligne, ça ne l'a pas empêché de faire faillite, okay? Parce qu'il y a eu toujours des dépenses énormes, puis une mauvaise compréhension de l'argent. Donc, il a gagné beaucoup, mais il n'est pas devenu riche nécessairement. L'auteur insiste, il faut arrêter de penser à ce que ton argent peut acheter, mais commencer à penser plutôt à ce qu'il peut produire. Puis là, on arrive avec le concept de coût d'opportunité. Okay? Le concept là, du coût d'opportunité, c'est que chaque dépense a un coût caché. Par exemple, ton auto qui coûte 20 000 $. Okay? Est-ce qu'il coûte vraiment juste 20 000 $? Eh bien, non. Parce que le coût réel de ton auto à 20 000 $, c'est 20 000 $ plus les rendements perdus dans le futur, plus les rendements sur ces rendements-là perdus dans le futur. On a vu au début qu'un 12 500 $ sur 40 ans pouvait devenir 1 million. Bien, techniquement, ton auto à 20 000 sur 40 ans a le potentiel de devenir plus que 1 million de dollars. Donc, c'est ça, le coût d'opportunité. Je fais une dépense de 20 000 $, mais en réalité, je fais aussi une dépense de 1 million de dollars dans 40 ans. OK, le coût d'opportunité. Le pouvoir ensuite de la capitalisation, l'auteur nous arrive avec l'argent génère des gains. Ces gains génèrent d'autres gains. Donc ça, c'est la capitalisation. C'est lorsqu'on réinvestit les gains. On fait de l'argent non seulement sur de l'argent qu'on a gagné nous-mêmes en travaillant, mais ensuite, cet argent-là fait de l'argent et ces gains-là vont aussi faire de l'argent pour nous. Donc, c'est là qu'on parle de capitalisation des intérêts, l'intérêt composé. Le coût d'opportunité, c'est égal à l'effet boule de neige négatif. Okay? C'est, dans le fond, le coût d'opportunité, c'est quand on ne va pas investir notre montant, mais qu'on va plutôt le dépenser. Donc là, on a un coût d'opportunité. Dépenser devient un choix stratégique. Donc, quand tu changes un petit peu ta façon de penser face à l'argent, au lieu de voir ça que comme des choses qu'on peut acheter, tu fais des choix conscients.
OK? Ça aligne tes dépenses avec ta liberté future. Donc, l'auteur, ensuite, nous parle de Warren Buffett, OK, qui nous incite à voir nos investissements non pas comme de l'argent, OK, mais voir nos investissements comme des entreprises. OK? Lorsqu'on achète justement des actions sur le marché boursier, sur le marché financier, lorsqu'on achète des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse, en réalité, en arrière, on achète des entreprises. Puis ces entreprises-là, ça nous aide un petit peu avec le fait que la valeur de notre portefeuille va monter, descendre à chaque jour. Ça peut être difficile. On a de la misère à voir pourquoi, puis on peut être tenté de vouloir sortir, entrer du marché dans ce temps-là. Mais Warren Buffett nous dit non, ce que tu achètes, ce sont des entreprises. Et même si la valeur peut changer une journée ou une autre, ce n'est que le sentiment des gens, des investisseurs qui font que la valeur change. En réalité, on détient la même entreprise. Donc, lui, lorsqu'il achète des entreprises, il ne regarde pas trop au quotidien la valeur de ces entreprises-là, mais il s'attarde plutôt à savoir qu'il achète des entreprises qui ont une belle valeur. Il se voit comme un propriétaire d'entreprise et non pas comme un investisseur avec une valeur monétaire nécessairement. Donc, c'est une autre façon de voir nos investissements. Ça, c'est le genre de mentalité qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on achète, par exemple, du Bitcoin. Parce que du Bitcoin, ce n'est pas une entreprise. C'est vraiment un actif qui n'a pas grand-chose en arrière. Le message ici du chapitre, la richesse dépend de ta façon de penser à l'argent, non pas de ton revenu. Okay, la façon de voir, justement, on investit dans des entreprises. C'est normal que la valeur monte, descende, mais en bout de ligne, on a toujours la même entreprise, même si la valeur va changer avec le temps. Normalement, la valeur va aller vers le haut. On va faire du 8, 9, 10, 11, 12 % même de rendement en investissant sur les marchés boursiers. En résumé, le million, c'est accessible. OK? Ce n'est pas juste les gens qui font 200 000 et plus par année qui vont être capables d'arriver à accumuler un capital. N'importe qui peut le faire. L'important, c'est ce que tu réussis à épargner de ton revenu et ce que tu réussis à investir. Donc, ton épargne, tu l'investis. Puis aussi, c'est la constance, le faire sur une longue période de temps. OK? Le vrai levier, c'est le comportement. C'est la discipline, la simplicité, la patience. Le shift mental est essentiel. Okay? Passer d'un point de vue de consommation à un point de vue d'investisseur. On va changer notre vision court terme pour du long terme. On va dépenser plus pour nos besoins que pour nos désirs. Ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, c'est comment tu penses et comment tu utilises ton argent. Donc, c'est terminé pour la troisième épisode de la série de 9. Le quatrième épisode, on va parler des marchés financiers, comprendre les cycles. On va embarquer de plus en plus dans l'aspect justement investissement de la stratégie proposée par le livre « Un chemin simple vers la richesse ». Si vous pensez là, que devenir millionnaire, c'est à votre portée, si vous le savez déjà que vous allez devenir millionnaire plus tard, je vous dirais, pourquoi pas avoir un courtier hypothécaire qui comprend votre projet, qui comprend où est-ce que vous voulez aller. Et non seulement ça, qui est déjà passé par là où vous êtes, qui est déjà passé, qui est déjà parti de zéro en placement, qui a décidé de travailler, d'avoir un 9 à 5 et qui a fait tout ce processus-là, c'est-à-dire d'épargner une grande partie de son revenu pour l'investir sur les marchés financiers à long terme. Pourquoi pas choisir un courtier hypothécaire qui a fait ça? Comme ça, c'est un bon prétexte pour travailler avec quelqu'un qui comprend ce que vous êtes en train de faire, le projet que vous êtes en train de bâtir pour votre famille. Les transactions hypothécaires, ce sont des moments quand même où est-ce qu'on a des questions financières importantes. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour vous aider dans ce processus-là? Donc, que ce soit l'achat d'une propriété, que ce soit un refinancement, que ce soit lorsque vous voudrez faire des stratégies peut-être fiscales avec votre hypothèque, un renouvellement, des situations particulières, séparation, achat d'une propriété à revenu. Évidemment, tous ces aspects-là, moi, lorsqu'on fait une transaction ensemble, on est en contact, on peut se parler, on peut brasser des idées comme ça, puis vous pouvez me demander mon opinion face à votre projet pour devenir indépendant financièrement.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!